Acheter une baguette de pain chez son boulanger de quartier ou dans une autre chaîne, vous savez, les chaînes de boulangerie maintenant en bord de route, à rouler dans les banlieues, est-ce que c'est la même chose? Alors, comment les chaînes en question parviennent à proposer des offres qui sont assez alléchantes? Eh bien, notre expert consommation s'est penché sur ce problème-là. Rodolphe Bonas est là pour tout vous expliquer maintenant, en détail. Alors, vous avez constaté ça, bien sûr, comme tout le monde. Et contrairement à bien d'autres commerces, on a l'impression de voir de plus en plus de boulangeries. Est-ce que c'est le cas? C'est une bonne impression. Il y a surtout beaucoup de boulangeries différentes maintenant. Vous savez, avant, il n'y avait qu'une seule boulangerie, la boulangerie un peu l'image d'Épinal de centre-ville. Aujourd'hui, il y a des boulangeries, bien sûr, elles sont encore là, ces boulangeries historiques, mais il y a des boulangeries aussi dans les supermarchés et les hypermarchés. Ça s'appelle des boulangeries. Il y a ces fameuses boulangeries qui naissent sur les ronds-points, sur les parkings aussi, qui sont ces nouvelles chaînes de boulangeries. Et donc, elles sont venues clairement modifier nos habitudes de consommation parce que dans ces boulangeries, on n'achète pas que du pain, bien évidemment. On achète des sandwichs, du snacking, parfois même des plats préparés. Et il faut savoir que depuis 2019, le chiffre d'affaires de la boulangerie, en règle générale, a augmenté de près de 17%. C'est-à-dire entre 2019 et 2021, c'est vraiment la boulangerie qui est le grand gagnant, ce qu'on appelle du Covid, parce qu'à la sortie du Covid, eux, leur chiffre d'affaires a continué à augmenter. Parce qu'ils ne vendent pas que du pain. Alors, ils ne vendent pas que du pain, on va y venir. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 32 000 boulangeries au total, mais il y a aussi ces nouvelles boulangeries, ces chaînes de boulangeries, comme Marie Blachère, Ange, Feuillette ou encore Louise, qui eux aussi se sont fortement développés. C'est des nouvelles formes de faire de la boulangerie. Et eux, leur chiffre d'affaires a augmenté de plus de 10%. C'est-à-dire qu'eux, ils ont encore, sur les 3 dernières années, ils se sont développés. On les voit naître un petit peu comme des champignons un peu partout. Est-ce qu'il y a des différences ? Alors, on va voir les différences. Et il y a un point aussi hyper intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'on est à peine 7% des Français à rentrer dans une boulangerie et à n'acheter que du pain. Ça veut dire quoi? C'est que quand on rentre dans une boulangerie, vous achetez des sandwichs, parfois même des plats préparés, des gâteaux, de la viennoiserie. Oui, et des plats préparés parfois. Et en effet, des plats préparés. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des différences entre ces trois types de boulangeries? Il y a l'artisan et... l'artisan ou la chaîne, etc. Alors, on va rentrer dans le détail. Ce qu'il faut bien comprendre, déjà, c'est un élément essentiel, c'est qu'en France, le terme boulangerie a une signification légale et juridique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déclarer boulanger si vous ne pétrissez pas, si vous ne réalisez pas votre pâton dans votre lieu et que vous ne le cuisez pas sur ce lieu-là. C'est très très important de comprendre ça. Le pétrir dans la boulangerie, exactement. Le cuire et le vendre. Exactement, vous devez le fabriquer sur ceux qui reçoivent le pain et qui le vendent, ça s'appelle comment? Il y a plein de gens qui avaient une boulangerie chez eux, alors. Alors si, pendant le Covid, si vous avez en effet acheté vos farines, pétri votre pain et que vous avez mis ça dans là, vous étiez boulanger. Mais du coup, ça s'appelle comment les autres, ceux qui reçoivent le pain? Ils sont pas boulangers. Ils n'ont pas le droit à l'appellation boulangerie. Donc typiquement, des chaînes comme Paul ou la Micaline, eux, ils ne font que cuire des pâtons qu'ils reçoivent et donc ils ne peuvent pas avoir l'appellation boulangerie. Donc quand vous voyez boulangerie, vous êtes rassurés, ça se passe sur place. Mais attention, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça ne signifie pas dans ces lieux-là, parce qu'il y a boulangerie, que tout est fait maison. Dans ces fameuses chaînes dont on parlait là, ici, tout à l'heure, vous pouvez aussi dire « je fais mon pain parce que je m'appelle boulanger », mais par exemple, certains pâtisseries, viennoiseries ou gâteaux peuvent être faits dans des labos extérieurs. Vous le dites ça, les grandes chaînes dont vous venez de parler, dont vous avez cité les noms, ils font leur pain. C'est obligatoire. Sinon, ils n'ont pas. Ils cuisent leur pain. Blachère, qu'est-ce qu'il y a encore, Feuillette et compagnie. Ils font du pain. Ils sont boulangers. Et ils ont des boulangers. Peut-être pas toujours pâtissiers, mais boulangers. Exactement. Peut-être pas toujours pâtissiers. Donc, si je résume, roulement de tambour pour tout le monde. D'un côté, vous avez les indépendants. Ceux-là, c'est les locaux, ils font tout sur place. On les embrasse, ils se lèvent très tôt le matin. Exactement, on les embrasse. Mais attention, les autres aussi. Vous avez les enseignes type Marie Blachère, Feuillette et Louise, et ceux-là, ils sont bien boulangers, ils font leur pain sur place, mais pas que. Et ils ne font pas forcément leur viennoiserie, etc. Ils peuvent le faire venir par ailleurs. Et puis enfin, vous avez les entreprises qui ne sont pas des boulangeries, qui ne font que cuire du pain. Voilà.
Bon, quand on voit la taille des lieux et toutes les gammes on se demande comment c'est possible tout ça, parce que effectivement, il y a les grandes chaînes dont vous parlez, mais c'est immense. Hein. Alors c'est vrai. Tout d'un coup, nous, le petit boulanger de quartier, bon, on a l'habitude, et puis tout d'un coup, on est tombé là-dessus depuis une dizaine d'années, même pas. Alors exactement, William, vous avez raison, c'est une transformation de ce métier de la boulangerie, et il faut savoir qu'ils ont utilisé tous les ingrédients du marketing pour arriver à nous attirer dans ces lieux-là. Avant tout, bien sûr, c'est la créativité de l'offre. C'est aussi ces boulangers-là qui ont créé tous ces pains, ces diversités de pains avec des céréales, avec des farines pains très variés. Exactement, des variétés de pains, des pains dans lesquels on peut trouver des fruits, des fruits à coque aussi. Bref, ils sont très créatifs et c'est la raison pour laquelle ils vont bousculer la boulangerie traditionnelle. Et quand on est face à un phénomène comme celui-ci, qu'est-ce qu'on fait chez WAM ? Non, on y va. On enquête. Allez enquêter, et oui, on vous emmène. On met le béret et le pain sur bois. Petites jumelles. Exactement, sans nos petites jumelles. Donc je vous invite, chers amis, on est allé à Angers visiter ces néo-boulangeries. Regardez comment ça se passe. Vous allez découvrir tous les secrets. On se retrouve tout de suite après. Dingue. Une baguette, s'il vous plaît. Chaque jour, cette phrase est prononcée par des milliers de Français. Et avec l'essor des réseaux de boulangeries, on l'entend encore plus. On a nos 600, 700 clients par jour qui vont venir trouver leur bonheur. 10 chouquettes et on est bon. 10,60 € s'il vous plaît. Et pour faire venir encore plus de monde, l'emplacement a été choisi avec attention. On est sur un rond-point qui permet aux consommateurs de s'arrêter facilement, de rentrer sur le parking, de sortir facilement. L'accessibilité est parfaite et avec un flux de 25 000 véhicules jour. Donc on a un potentiel immense. Et tout a été pensé pour faire rester le client et le faire consommer. À l'instar de la restauration rapide, l'enseigne met à disposition Wi-Fi et place assise. Des boutiques comme celle-ci, il s'en ouvre des centaines chaque année. Et ce sont les offres agressives qui font le succès de ces boulangeries nouvelle génération. Ce qui a été un peu le fer de lance de ces chaînes, c'est d'avoir du marketing très fort et de faire par exemple 3 baguettes achetées, une offerte, etc. De brader un peu le pain. Comment ils font ? Vous avez des économies des chaînes au niveau de l'achat de la farine, des charges qui sont divisées d'organisation, de gestion. Ils ont des coûts de revient bien plus bas que peut avoir un boulanger qui va tout fabriquer aussi. Chez Nicolas Beckham, ce sont les pâtisseries que l'on a décidé de centraliser. Dans cet atelier, 28 pâtissiers préparent près de 8000 gâteaux et entremets chaque jour. Nous, on peut parler d'artisanal dans le sens où on fait le produit maison, fait manuellement, on va dire. On n'est pas sur une ligne de production où on appuie sur un bouton et le produit sort à la fin. On est attaché à faire le produit de façon manuelle, mais on est obligé de travailler avec du volume afin de trouver un équilibre économiquement. Avant d'être envoyées dans les 26 boutiques du réseau partout en France, elles passeront par une phase de surgélation et devront être consommées dans les 8 jours. On a des affichages dans nos boulangeries, sur nos étiquettes, on est obligé de mettre le petit flocon de neige pour exprimer que c'est un produit qui est passé par une phase de grand froid. Ces nouveaux acteurs de la boulangerie viennent concurrencer le boulanger de quartier. Mais pas seulement. C'est pas toujours bien vu par les artisans parce que c'est une concurrence, mais pas tant que ça, puisque finalement, ces chaînes vont plutôt aller prendre de la clientèle au supermarché, et voire même, ils ont surtout une clientèle snacking, et ils vont plutôt taper dans les McDo ou tous ces snacks étrangers qu'on peut avoir en France. Un marché aux offres variées, mené au doigt et à la baguette par les consommateurs. Donc ils ont des grandes centrales, on les a vus, ils sont nombreux. Et puis ils livrent après dans grands laboratoires, ils livrent dans leurs enseignes. Oui, exactement. D'accord. Mais comment les boulangeries de quartier, la petite boulangerie qu'on connaît bien, comment ils arrivent à lutter contre ces géants-là ? Alors c'est compliqué, c'est difficile, mais comme c'était expliqué dans le reportage, c'est pas forcément les mêmes clientèles, ils vont pas forcément se confronter au système. Non. Il faut savoir que ces grandes boulangeries de chaîne, en effet, elles sont situées sur des lieux sur lesquels les loyers sont souvent beaucoup plus faibles qu'en centre-ville. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième élément, comme c'est dit aussi, c'est vrai qu'ils peuvent
ce qu'on appelle massifier les achats. C'est-à-dire que comme ils ont plusieurs magasins, ou parfois même des chaînes avec des centaines de magasins, ils peuvent acheter des farines beaucoup moins chères parce qu'ils négocient avec un fabricant de farine. Ils lui disent, écoutez, nous, on est pour 100 boulangeries, vous allez nous vendre la farine beaucoup moins chère. Et puis, ils ont toutes les opérations de marketing que l'on a vues avec des fortes promotions qui leur permettent d'avoir... C'est ça ma question, c'est que notre petit boulanger, est-ce qu'il n'est pas voué à disparaître un jour? Alors, pas forcément. Je vais vous expliquer pourquoi, William. Parce que dans une boulangerie de quartier, il y a la vie de quartier. Et dans cette vie de quartier, il y a un humain, des gens qu'on connaît, on s'y retrouve. Peut-être quand même que la qualité est un petit peu plus... Et alors, c'est vrai que ces boulangers vont aussi mettre l'accent sur le local, sur l'artisanat, sur le fait sur place. Voilà. Et il n'y a rien de plus agréable quand même que d'aller dans notre boulangerie de quartier. Quand on fabrique, le petit boulanger, il fabrique pour plusieurs centaines de personnes. L'autre, c'est plusieurs milliers. Exactement. Pas pareil. Et puis, c'est magique, vous savez, l'odeur de la boulangerie, comme ça vous donne envie d'acheter. Hein, c'est extraordinaire. Bon. Voilà. Vive la boulangerie. Merci beaucoup, Rodolphe, madame, messieurs, madame. Merci beaucoup merci de nous avoir reçus. Je vous souhaite un excellent après-midi. Et puis, on vous retrouve demain. On a d'autres choses à vous montrer, bien sûr.